Le professeur a fait la thèse de doctorat à l'ULB et il est maintenant professeur d'histoire des musées à l'Université de Kinshasa. Ses recherches portent sur les musées et les patrimoines culturels en contexte africain post-colonial. Son intérêt actuel porte sur la question de restitution des biens culturels entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Il est l'auteur du livre « Musée, lutte politique et revendication nationale en situation post-coloniale au Congo-Kinshasa », publié dans les annales de la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Je vous présente le professeur Mundele. Merci. Alors, je vais parler très lentement pour permettre aux traducteurs de en ordre de commande. Je vais vous présenter à la suite de ce que on a déjà parlé depuis ce matin, la question de la restitution. Et mon intervention va porter sur le dialogue qu'on peut instaurer face à cette épineuse question de restitution. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédures? Parce que de plus en plus, on s'en rend compte que la question non seulement nous donne des bonnes perspectives, on ouvre, mais en même temps on ferme. Donc on est dans une situation assez complexe et ma réflexion va porter sur quelques perspectives qu'on peut avoir par rapport à la question. Mais je reviendrai de temps en temps sur le cas RDC, la Belgique, naturellement, parce que c'est une situation que je connais un peu bien. Et nous reviendrons sur le contexte africain pour d'autres pays. Mon propos va porter sur 5 points. D'abord, je vais parler du contexte de la question de restitution en Afrique. Le deuxième point va porter sur quelques cas précédents et j'aborderai la question des réactions par rapport à la question de la restitution en interne en Afrique, mais également certaines réactions que nous avons enregistrées au niveau de l'Europe. Et le point suivant va porter sur ce que je propose comme une éthique relationnelle repensée entre l'Afrique et l'Europe en matière de restitution. Alors, actualité oblige, voilà, je commence par cette image où nous avons d'un côté et à droite, on a le président sénégalais, Macky Sall, et à gauche, c'est le Premier ministre français. C'est une photo qui a été prise le 17 novembre, donc je crois du mois passé, où le Premier ministre français s'est déplacé jusqu'à Dakar pour remettre le sabre qui appartenait à El Hadj Omar. El Hadj Omar fut un opposant à la colonisation française. Et son sabre a été pris après sa mort à son fils, après de violents combats avec l'armée française. Et ce sabre a été envoyé au musée de l'armée à Paris. Alors là, ce n'est pas totalement la restitution, mais c'est une convention pour le dépôt du sabre. Donc voilà. Donc
il s'est déplacé pour restituer, non, mais c'est pour déposer, mettre en dépôt le sabre à Dakar et enfin de signer une convention et en prélude de la restitution. Bon, il parle de la restitution définitive. La restitution, elle est toujours définitive. Mais là, il dit c'est en prélude de la restitution définitive. Donc cette image, c'est également ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le résultat du rapport SAR-Savoie. Parce que le jour de la remise de ces sabres, et SAR était dans la salle et le président l'a cité nommément pour reconnaître tout le travail qu'il a fait. Mais cette affaire du sabre est liée en fait à un homme. Le président français, Macron, le 28 novembre, donc presque 2 ans déjà, à Ouagadougou, où il dit « Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires. » Ah, ça pose problème. Restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain en Afrique. Je voulais vous montrer d'abord ces 2 images pour que nous puissions avoir une idée sur les conséquences de la restitution après le rapport qui avait été demandé par le président Macron. Mais avant tout cela, je voudrais d'abord placer le contexte dans lequel les pays africains se retrouvent par rapport à cette question de restitution. Comme on le sait, l'œuvre d'art africaine a connu l'exode depuis le contact entre le continent noir et l'Europe, et cela surtout pendant la colonisation. Les relations déséquilibrées entre les colonisateurs et les colonisés n'ont fait qu'aggraver une situation déjà délicate. Les conséquences de cette évasion vers l'Europe ou encore vers l'Amérique sont lourdes pour de nombreux Africains qui ne verront plus, sans doute, ou qui ne pourront plus communier avec les créations de leurs ancêtres. Même si d'autres soutiennent que les effets de cet exode ne sont pas tous malheureux. Des millions de gens qui ne visiteront jamais Kerguelen, qui ne visiteront jamais l'Italie ou le Quebrani, ou même l'Afrique, peuvent, par les truchements des collections de leur propre pays, entrer en contact avec les créations de ce peuple, dont autrement ils ne connaîtraient que des photographies. D'où la question de la restitution ou du retour des collections dans leur pays d'origine. Je l'ai souligné, le point de départ aujourd'hui dans ces débats, c'est Macron, avec son discours à Ouagadougou. Mais comme on le sait, ce discours sur la restitution n'est pas une première, surtout en ce qui concerne l'Afrique, elle n'est pas une première. Déjà, vers la fin des années 50, la question des restitutions s'est posée en Afrique, surtout avec l'imminence de l'indépendance en 1960, pour le cas du Congo. Le président Kasavubu, qui sera plus tard président Kasavubu, avait exigé l'inventaire complet de tous les biens
et un calendrier des transferts des parastataux, l'inventaire du musée colonial de Tervuren, suivi du partage des biens qui les composent et qui sont la propriété du Congo. Nous suggérons que le gouvernement belge crée au Congo un immeuble similaire à ériger au moyen de ses propres fonds. Donc, nous avons déjà là une revendication des objets culturels dont nous parlons aujourd'hui et plus tard, d'autres revendications pour le cas du Congo vont continuer, notamment en 1973, et je crois un des intervenants l'a soulevé ici, Mobutu a fait sa demande à 2 reprises la même année. La première fois, c'était au 3e congrès extraordinaire de l'AICA à Kinshasa. Au cours de ces congrès, il a demandé que l'Assemblée puisse voter une résolution demandant aux puissances riches possédant des œuvres d'art des pays pauvres d'en restituer une partie. C'est intéressant son idée. D'en restituer une partie afin de pouvoir enseigner à nos enfants et nos petits-enfants l'histoire de leur pays. Je crois que ça c'est l'extrait des Nations Unies. Alors, ce qui est intéressant dans cette demande, c'est que Mobutu ne demande pas toute la collection. Il dit non, donnez-nous ne fût-ce qu'une partie. Donc il y a déjà une certaine ouverture. Ça c'est par rapport à certaines opinions qui pensent que la question de la restitution que soulèvent aujourd'hui certains États, notamment certains États en Afrique, on ne dit pas qu'on va vider les musées européens pour combler les musées africains, non. Déjà à cette époque-là, on exige une partie, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture aux négociations. Et c'est ce qui va être d'ailleurs appuyé par l'ancien directeur de l'UNESCO, Amadou Mokhtar Mbow, qui, dans son appel pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable, il dit que aussi bien ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soit restitué au moins les trésors d'art le plus représentatif de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette intervention du directeur général de l'UNESCO, qui par après insiste sur le fait que la revendication de ces pays est une revendication qui est légitime. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas notamment qu'il s'agit de vider le musée européen, mais d'instaurer les conditions des dialogues. Il demande le dialogue entre les États détenteurs actuellement des objets et les États créateurs de ces mêmes objets. L'intervention de Mokhtar Mbow est tout à fait intéressante parce que ici il pose la question en termes de légitimité. Il ne parle pas en termes de légalité, mais en termes de légitimité. Il ne place pas cette question sur la légalité, parce que si nous plaçons ça sur la légalité, ça va être très difficile et très compliqué. Donc, toutes les lois vont sortir pour pouvoir chercher comment résoudre le problème, mais là c'est en termes de légitimité, en termes d'équité et également en termes de dignité. La question de la restitution, c'est une question de dignité, c'est une question d'éthique, c'est une question d'équité, c'est une question de légitimité. Et
face d'ailleurs à ces rapports de Mokhtar-Mou, la France avait réagi déjà en 1982 en demandant à l'inspecteur de musée Pierre Cognan de pouvoir mener des enquêtes pour savoir quelle est la position que doit prendre la France face à cet appel de directeur général de l'UNESCO. Mais ce qui est intéressant dans sa conclusion, voilà ce qu'il dit. Il faut un effort d'intelligence et il faut aider ces peuples à retrouver leur patrimoine passé et leur confiance. Donc, cet effort d'intelligence, cet effort d'ouverture, cet effort de dialogue qui puisse s'instaurer entre ces deux peuples afin que ces peuples retrouvent leur identité, retrouvent leur dignité, retrouvent également leur valeur. Je me situe par rapport à cette ouverture, parce qu'aujourd'hui, la question de restitution est noyée complètement dans des questions juridiques, l'inaliénabilité des collections et toutes ces questions juridiques ne nous permettent pas d'avancer. Et tout ce que l'on veut, ou tout ce que les États africains recherchent, en fait, c'est retrouver au moins une partie de leur patrimoine. Et d'ailleurs, on verra même que l'Union et l'Organisation des unités africaines est déjà dans les années 80 va engager un véritable combat pour rappeler notamment certains États à prendre conscience lorsqu'on pense par exemple que en 1990 l'Organisation de l'Unité africaine, actuellement l'Union africaine, avait adopté le principe des réparations, notamment sous forme d'indemnité ou encore pour l'esclavage et le colonialisme. Et à l'occasion, il y avait une initiative qu'on appelle l'initiative d'Abuja, qui déclarait que, ce sont les chefs d'État africains, qui déclaraient que à la dette morale et à la dette compensatoire due à l'Afrique par les pays engagés dans la traite négrière, le colonialisme et le néocolonialisme, nous exigeons le retour des biens spoliés et des trésors traditionnels. Donc, la question de la restitution n'est pas une question nouvelle. Elle n'est pas une question nouvelle. Elle ne vient pas avec Macron. Elle a déjà été débattue. Et d'ailleurs, l'Union africaine, dans sa résolution et dans sa stratégie 2004-2007, donc ça fait déjà presque 12-13 ans, déjà 14 ans passés, non, ça fait déjà 12 ans, et dans son plan stratégique 2004-2007, avait exigé que cette période de 3 ans soit considérée comme la période qui puisse permettre aux États africains à pouvoir se préparer pour la restitution et discussion envers les États européens ou c'est d'ailleurs. Donc, j'insiste sur le dialogue qui doit être instauré entre les États. L'ouverture et ces dialogues nous permettra de pouvoir comprendre quels sont les objets qui intéressent les populations concernées et sur quoi devra poser cet échange. Mais comme on le sait, avec le discours de Macron, il y a eu beaucoup de réactions. Et en interne, surtout au niveau de l'Europe, le débat, notamment, je vais citer
une personne, Didier Rickner, fondateur de la Tribune de l'Art, qui avait réagi violemment en disant qu'en réalité, l'art africain n'était pas de l'art. Et c'est devenu de l'art uniquement parce que les musées européens l'ont fait de l'art. Je crois que cette attitude pose problème dans la mesure où tout objet change, prend des identités diverses en fonction des contextes. Même si au départ cela peut être considéré comme des objets religieux, mais avec les contextes, avec tout ce qui peut l'accompagner, un objet peut devenir un objet culturel. On le voit, même les cathédrales au départ n'étaient pas des objets culturels, c'était des objets religieux. Ce n'est que par après que les cathédrales sont devenues des objets ou des patrimoines culturels. En Afrique, la question de la restitution par des États est devenue une priorité. Il y a 2 semaines, la CEDEAO, qui est la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vient de voter une loi sur le retour des biens culturels africains à leur pays d'origine. Et ce plan d'action est adopté de 2019 à 2023. Donc, le débat ne fait que commencer. Et il y a une feuille de route qui a d'ailleurs été établie déjà sur les activités de ce plan d'action qui doit être appliqué par les États. Tous les pays de la CEDEAO ont signé ces plans d'action par leur ministre qui avait été invité à les signer. Et les chefs d'État de cette région d'Afrique vont, je pense dans les jours qui viennent, signer ces plans d'action. Donc aujourd'hui, c'est une question qu'on ne peut plus échapper. Elle est une réalité, elle est en face de nous. Mais on doit savoir s'y prendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je demande? Je demande juste à ce qu'il y ait une nouvelle éthique relationnelle entre les musées africains, entre les États africains et les États européens. On se rend compte qu'il y a pour l'instant quelque chose qui s'est fait. Il y a des initiatives qui sont prises aussi bien en Afrique qu'en Europe, mais il faut une éthique relationnelle. Il faut rechercher à rebâtir l'avenir, à rééquilibrer les relations. On ne peut ignorer le passé. On ne peut pas ignorer le passé. Mais ce qui nous intéresse, c'est de bâtir l'avenir. C'est de comment rebâtir ou penser l'éthique relationnelle nouvelle entre l'Afrique et l'Europe sur la question des collections qui ont été déplacées. Il est important, c'est vrai que entre certains États, notamment la Belgique, on parle des objets qui avaient été restitués pendant les années 70. Si nous restons sur le plan de la légalité, en réalité, il n'y a pas eu restitution. Ces objets ont été envoyés presque en dépôt, parce qu'il n'y a aucun acte juridique qui a accompagné la restitution de ces objets. Ce qui suscite également une question entre ces deux États. Mais comment nous devons faire pour qu'il y ait véritablement circulation des objets entre l'Europe et l'Afrique? Il est important que les musées européens
puissent ouvrir leur collection aux pays concernés. Il faut donner accès aux collections et aux inventaires des pays du Nord, des musées du Nord. Le musée africains n'ont pas accès, ou les chercheurs, même les chercheurs africains n'ont pas accès aux collections de musées qui sont au Nord. On n'a pas accès. Les artistes non plus. Je me rappelle, il y a quelques semaines, Felwine Sarr avait organisé un séminaire à Dakar, au cours duquel avaient été invités des directeurs des musées africains. Il leur a posé la question de savoir si on vous restitue aujourd'hui les objets du musée du Quai Branly, qu'est-ce que vous leur donnerez en retour? Alors, plusieurs ont répondu, oui, nous sommes d'accord qu'on nous restitue, mais nous allons leur donner en retour les œuvres d'art contemporain. Nous sommes d'accord pour la restitution, qu'on nous restitue une partie, mais en retour, nous allons leur donner, on est dans la logique du don et du contre-don. Lorsque vous ouvrez vos collections, en retour, il y en a qui gagnent aussi. Mais lorsque les collections sont fermées, de jeunes chercheurs, par exemple, je crois que ce matin on nous a dit qu'il y a de gens qui devaient être avec nous, ils ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas eu le visa. Ça, c'est déjà une première barrière. Et moi, c'est par hasard que je me retrouve ici parce que j'étais dans un autre pays et puis j'en ai profité pour être ici. Donc, si j'étais à Kinshasa, sans doute, je ne viendrais pas. Donc, nous sommes là face à des lois qui sont éditées au Nord, lesquelles lois ne permettent pas aux chercheurs, aux artistes du Sud de pouvoir accéder, se déplacer pour pouvoir entrer en contact avec ces objets. Mais ces objets doivent circuler. Les objets du musée doivent circuler du nord au sud, du sud au nord. On peut organiser pour cela des expositions itinérantes, même temporaires. Il est important que certains tableaux flamands puissent également être exposés à Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, les raisons pour dire, bon voilà, en Afrique, il n'y a pas de musée disposé à accueillir ces objets, mais ça ne se justifie plus. Ça ne se justifie plus. Beaucoup d'États maintenant sont en train de construire, et ont même construit, je crois que dernièrement, c'est le musée de Kinshasa qui vient d'être inauguré. C'est des musées qui répondent à des normes aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, dans d'autres pays, il y a des musées qui se construisent. Est-ce que les musées africains ne peuvent pas recevoir les objets venant du Nord? Donc, il n'y a que par cette ouverture, cet esprit de dialogue permanent, mais un dialogue sincère, entre le Nord et le Sud, on est dans des logiques asymétriques. On est dans des logiques asymétriques. On ouvre, mais en même temps on ferme. On ouvre et on ferme. Mais il n'y a pas de dialogue sans ouverture. Or, la situation actuelle, et je vois même depuis le discours de Macron, on essaye de donner soit un ou deux objets, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les deux parties doivent échanger
doivent s'ouvrir, mais aussi on doit, parce qu'on ne peut pas parler de la circulation lorsque vous avez d'un côté un bloc qui a presque tout et de l'autre vous avez un bloc qui n'a rien. Ce n'est pas une circulation. Ce n'est pas une circulation. La restitution, c'est d'abord chercher à équilibrer l'équilibrage des institutions muséales. Lorsqu'on sait par exemple que 90% d'objets africains se retrouvent à l'extérieur, on parlera de l'accessibilité, mais les jeunes vont se déplacer à l'extérieur pour pouvoir avoir accès à leur patrimoine, je ne pense pas. Ce que je recherche, c'est surtout de pouvoir créer un environnement où l'histoire doit être écrite à deux voix. Puisque aujourd'hui, l'histoire, elle est univoque. Il n'y a qu'une seule partie qui écrit l'histoire. Mais l'histoire que nous recherchons avec cette restitution, c'est une histoire à deux voix, où vous avez d'un côté le Nord qui donne son point de vue, mais également le Sud qui donne son point de vue sur le même objet. En conclusion, je voudrais dire que tout peuple a un droit moral sur son patrimoine culturel. L'art appartient au patrimoine du peuple qui l'a créé. Il appartient aussi à celui de toute l'humanité. C'est cet extrait de Lucien Cahen qui fut le directeur de musée d'Ettergren, mais également directeur de musée à Kinshasa, qui va clore mon intervention en attendant vos réactions. Merci. Merci beaucoup pour cette merveilleuse intervention. Je suis sûre qu'il y a des questions. Nous avons une bonne 20 minutes pour prendre des questions. Une réaction. Hello, I'm from Brazil, and Brazil has the sad data of being the country that brought the largest amount of slaves of African or slaves of African origin in any other country in the world. The country that brought the most African slaves, and also the last country to abolish slavery. And today, this has profound effects in a large but marginalized segment of society. And I was wondering, it's not a question, but it's just something I'd like to put on the table. How could this discussion regarding objects of African origin be used not only to empower African countries, but also segments of descendants from Africa, Afro-Brazilians in this case, but from other countries, and how could this discussion be used to also empower these descendants of African countries that are also from these that are the descendants of the slaves of the New World? You know, that's just a question.
Another question? We can. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yeah. Plusieurs questions. Je voudrais bien savoir un peu plus comment est-ce qu'on pourrait faire pour décider quels sont les objets les plus centraux, hein? Les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, comme il est écrit là. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour les identifier, pour choisir entre tout ce patrimoine déplacé dans les musées européens? Oui, bonjour, je m'appelle Hein Van, je suis du musée de Tervuren. Merci Placide pour votre communication. Je voulais vous juste poser aussi la question si vous pouvez nous éclairer un peu comment le débat évolue en ce moment du côté congolais. Comment vous voyez les intervenants principaux du côté congolais et comment aussi vous envisagez un dialogue peut-être aussi entre des débats qui se situent au niveau du capital à Kinshasa et les régions plus rurales où en fait d'où viennent une bonne partie en fait des collections au départ. Je vous remercie. Alors, la question, je commence par la dernière question, comment le débat actuel sur la restitution. Alors, je pense que nous avons tous suivi les différentes interventions du président Tshisekedi, et qui est la voix autorisée donc, sur le plan. Et il est très réservé sur la question de la restitution, et que sur le plan politique, lui-même ne semble pas être. Il a dit que ce n'était pas une priorité quand il était ici. Ce n'était pas une priorité, mais quand il est arrivé à Kinshasa, il a changé un peu de discours. Il n'a pas dit qu'il n'était plus une priorité, mais il a dit que nous allons voir. Nous allons voir. Donc ça veut dire qu'il n'est pas totalement sorti de la question de la restitution. Et du côté politique, il n'y a pas grand-chose, je voulais dire. Il n'y a pas grand-chose dans ce sens-là. Et la dernière fois, il y a également pas une petite contradiction, mais une grande contradiction, parce que pendant que le chef de l'État disait qu'il n'était pas prêt pour la restitution, il y avait déjà un ministre du tourisme qui donnait son mandat au gouvernement de la diaspora pour mener les discussions avec les institutions européennes et américaines pour avoir les objets. Donc, ce qui pose déjà problème. Parce que le tourisme n'a pas qualité et donc là, il y a un petit problème. Du côté scientifique, ça s'est construit. Ça s'est construit. La réflexion commence à naître. Il y a un groupe de réflexion qui est déjà mis en place où on essaye parce que nous pensons que face à la lenteur du politique ou encore, vous savez, les décisions politiques sont parfois très difficiles à gérer, mais scientifiquement, on peut avancer dans la réflexion pour pouvoir poser des bonnes bases qui seraient tout à fait neutres et qui permettraient d'aborder de façon beaucoup plus sereine donc, cette question de restitution. Donc il y a des collègues qui travaillent également sur la question
Et je pense qu'on va aboutir. Et puis, et aussi, ce qu'on veut, c'est qu'on ne voudrait pas travailler de façon isolée sur le Kinshasa. Donc, c'est de travailler avec des collègues, par exemple, qui sont ici. Et à Terrebonne, il y a des collaborations sur un certain nombre de choses afin de pouvoir y arriver. Alors, Kinshasa et les provinces, je crois que le débat reste encore au niveau de la capitale. Le débat reste encore au niveau de la capitale et sans doute que s'il y a une vraie dynamique qui se crée, ça peut entraîner également, parce qu'en province, il y a des musées qui sont là et ça les intéresse au plus près et on peut y arriver. Alors, comment identifier les objets représentatifs? Je pense que le matin, il y a, je crois, 2 intervenants qui sont revenus sur la question de l'origine des collections. Je pense que ça, c'est un travail très important. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire que le musée du Nord doit ouvrir leur inventaire également, mais aussi leur collection aux chercheurs du Sud, afin de pouvoir comprendre et analyser certains objets, et on peut identifier l'origine de certains objets. Si c'est des objets qui sont très représentatifs pour certaines communautés, donc il y a moyen de pouvoir les restituer. Je crois que là, le travail qu'avait fait Martin sur l'origine de certains objets, je crois que c'est un travail très intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets, on ne peut pas travailler, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est possible de travailler sur l'origine de certains objets afin de savoir quels sont les objets qui peuvent être considérés comme des objets symboliques, des objets, et on a vu avec les sabres que le gouvernement français a envoyés au Sénégal. Le sabre est très symbolique pour le Sénégal. Donc je crois qu'il y a un travail qui a été fait pour que l'on puisse d'abord identifier, parce que je pense qu'à mon avis aussi que la restitution est un processus. C'est un processus qui s'est construit progressivement. Et au fil du temps, on peut également tomber d'accord sur des objets. Alors, comment, je vois la question sur les populations brésiliennes qui sont également concernées. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, mais je pense que dans cette construction des nouvelles identités que nous avons surtout avec ces objets, et il y a moyen de créer des collaborations même scientifiques et culturelles entre certaines populations. Je crois que on le voit même au Bénin, même au Congo, il y a des grandes conférences qui sont organisées où certains Brésiliens d'origine congolaise, béninoise, qui reviennent de temps en temps discuter de certaines questions, surtout d'ordre culturel, qui, à mon avis, constituent déjà un pont important qui leur permettrait de comprendre également certaines valeurs dont ils n'ont pas tout à fait connaissance aussi. Donc il y a des ponts qui se créent déjà au niveau des chercheurs qui travaillent sur des questions culturelles aussi bien au Brésil qu'en Afrique. Est-ce qu'il y a des autres questions? Are there other questions? Follow-up questions? Merci beaucoup, cher professeur, pour votre discours très intéressant. C'est en fait une question qui suit ce que elle vient de demander
sur cette question de, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les zones rurales. Vous avez dit que le débat se tient surtout à Kinshasa, et je suis d'accord sur le plan scientifique, mais moi-même, et je ne suis pas la seule, je sais qu'il y a des autres chercheurs aussi qui ont eu des questions comme ça. Moi-même, j'ai eu à Uvira une question sur la restitution des... aujourd'hui, ils sont considérés comme des œuvres d'art, mais c'était des objets égaux. Donc, dans le sens que, voilà, quand on parle de la restitution, on parle de ce qui doit être restitué d'un état à un autre, mais dans les zones rurales, là où ces objets sont aussi, ils font partie des réalités sociales et politiques, il y a aussi des questions qui viennent sur la restitution, et je me demandais si ça aussi, vous tenez ça en compte dans les discussions à Kinshasa. Merci beaucoup, professeur Mende Chapastit, pour la communication. Je m'appelle Patrick Moudekereza, je me suis aussi un peu échappé de cette contrainte de visa parce que j'étais aussi ici pour autre chose. Je viens du Congo. Ma question à Placide, c'est par rapport à l'éthique relationnelle qu'il considère comme un élément important pour la restitution. Comment on peut comprendre mon analyse, je vais essayer d'être très bref, c'est que dans la manière dont les musées se préparent à la question de la restitution, il n'y a pas beaucoup de conversation, Et j'en veux pour preuve la manière dont cette course à la rénovation et à la construction des musées s'opère dans des contextes où on n'a pas l'impression que la conversation se passe en démocratie. Il y a une semaine, il y a 2 musées qui ont été officiellement ouverts en Afrique. C'est le musée national de l'RDC à Kinshasa, mais aussi le palais de Lomé au Togo. Pour les 2 musées, de ce que j'ai entendu en off, je ne peux pas le confirmer, les dirigeants africains ont clairement refusé tout financement venant d'Europe. Et pour le Congo, le Congo a été financé par la Corée, et le musée du Togo a été financé sur fonds propres du gouvernement togolais. Et cette volonté de refuser de l'argent, c'est d'une part une preuve d'indépendance que l'on peut louer, mais d'autre part, ça donne un peu l'impression qu'on se prépare, on affûte les armes pour le moment où on va discuter sérieusement de la restitution. Et de la même manière, il y a beaucoup de musées ethnographiques en Europe qui ont fait des rénovations importantes, le musée de Tervuren, mais aussi d'autres musées à travers le monde. Et je n'ai pas vu dans ces rénovations-là une implication institutionnelle des institutions du Sud. Alors si chacun affûte ses armes pour discuter, quel type de dialogue il va y avoir au niveau de l'éthique relationnelle? Alors, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, pour la plupart des musées qui sont financés par des pays asiatiques, notamment la Corée, même la Chine, c'est une forme de remise en question, c'est une véritable remise en question du système traditionnel. C'est-à-dire que les systèmes existants qui voulaient par exemple que les pays africains dépendent totalement de l'Europe, et aujourd'hui ils remettent en question cette logique ancienne et qui s'est construite maintenant avec d'autres acteurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a plus des acteurs privilégiés qui étaient considérés comme les pays européens, mais nous avons d'autres acteurs également qui jouent, on peut en discuter sur les restes, mais au moins nous savons que c'est des nouveaux acteurs qui viennent avec des intérêts, des enjeux qui sont également différents. Donc il ne faut pas l'oublier. Alors, les musées africains, mais ils peuvent
coopérer avec. Il n'est pas dit que lorsque ce sont des Chinois ou des Coréens qui travaillent, qu'ils ne s'ouvrent pas à d'autres. Je ne pense pas. Et vous savez, par exemple, pour le cas du Congo avec les Coréens, mais les Coréens n'ont pas des connaissances sur l'art congolais. Il n'y en a pas. Or, presque, je crois, la majorité d'œuvres congolaises se retrouvent en Europe, donc il y a obligation de pouvoir négocier, discuter avec les autres. Mais on doit également savoir diversifier. Vous savez, par exemple, que quand vous regardez l'histoire des musées au Congo, vous allez constater qu'en réalité, c'est Kinshasa, tous les projets de construction de musées depuis l'époque coloniale ont échoué. Aucun projet de construction de musée n'avait réussi. Les plans sont depuis les années 30, 50, même jusqu'à Mobutu dans les années 70, ainsi de suite, aucun projet n'avait réussi. Et là, les Coréens vous disent que non, nous avons réussi là où ils ont échoué. Vous voyez, donc je crois que c'est un problème d'enjeu économique, diplomatique derrière ça. Et bon, il faut savoir s'ouvrir, il faut créer des dialogues avec plusieurs acteurs. Il faut savoir diversifier également ce contenu. Et je pense que la coopération est, au niveau des institutions muséales, et prenons avec le musée de Terpen, devient inévitable. Inévitable. On ne peut pas s'en passer. Lorsqu'on sait que presque toutes les collections sont à Terpen, donc on a intérêt à collaborer. Ce que nous insistons, c'est plutôt la collaboration. Cette collaboration doit être faite également sur des nouvelles bases d'éthique. Des nouvelles bases d'éthique. Alors, et oui, mais les zones rurales sont très très importantes parce que tous ces objets proviennent des zones rurales. Mais nous sommes dans un contexte tel que la dynamique n'est pas encore à ce niveau-là. La dynamique reste encore au niveau de la capitale. Même au niveau de la capitale, il est encore un peu timide. Il est encore timide. Donc, les zones rurales ont intérêt à donner leur point de vue sur la question de la restitution. C'est pourquoi j'ai dit que, même si on va restituer, mais qu'est-ce que la population bénéficiaire en dit? Cette population bénéficiaire n'est pas seulement celle qui reste dans la capitale, mais également celle qui se retrouve en milieu rural. Donc, je dis que c'est un processus. Donc, il y a un grand travail à faire, aussi bien du côté des bénéficiaires que du côté des musées qui doivent s'ouvrir. Parce que jusque-là, on ne s'ouvre pas. Le débat sur la restitution, mais ça fait bientôt 2 ans que nous sommes sur ce débat ici. Mais il n'y a pas de résultats concrets. Il n'y en a pas. Il faut le dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, vous allez tourner autour de 5-6 colloques ici en Europe ou ailleurs, vous n'entendrez presque que la même chose. Que la même chose. Les résultats, il est difficile pour l'instant. Et surtout que c'est les politiques qui décident. Quand c'est les politiques, il y a des lois, il y a tout ça, mais je dois vraiment le dire que je ne suis pas pessimiste, mais j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On n'avance pas, tout est complètement bloqué. On donne l'impression que voilà, nous sommes en train de faire quelque chose. C'est comme ça, moi je parle de cette éthique relationnelle. On ne sent pas des acteurs être impliqués réellement sur la question de la restitution. On reste autour des discours. Il n'y a rien. Donc, vous verrez, dans 3-4 mois, on va organiser. L'année prochaine, il y aura encore des débats sur la restitution. Mais concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des pays qui vous donnent l'impression, oui, nous sommes d'accord. Mais en réalité, ils ne sont pas d'accord. En réalité, ils ne sont pas d'accord. Donc, je crois
Il faudrait que, et la seule voie peut-être, c'est par des travaux scientifiques, par des coopérations. Donc, le musée européen doit s'ouvrir, donc il faut qu'il y ait une véritable coopération. Une véritable coopération qui puisse donner accès aux chercheurs du Sud, donner accès aux artistes et aux journalistes, et même à la société civile d'avoir accès aux collections. C'est à ce moment-là qu'on peut aller petit à petit, même à décoloniser certains musées. Mais pour l'instant, ça ne me rassure pas encore dans les 5-6 mois de voir vraiment des résultats concrets. Non. Donc, bon, mais il faut construire. Est-ce qu'il y a une question? Oui. On peut prendre. Hello, Professor. You made a very interesting point about young people on the continent of Africa, or even specifically, let's say Congo or the Great Lakes region where Belgium is concerned. So what are some of the pragmatic solutions you suggest? Because that's a very serious issue, given that we are talking about European governments or powers that are always preaching about human rights, about knowledge in the context of Millennium Development Goals. Now we are talking about SDGs, Sustainable Development Goals. But you bring about an issue about knowledge not being accessible. I would like to hear if you have some things maybe you've had in other discussions you've had on the continent that are very pragmatic in the ways that maybe they can be addressed through UN frameworks. I mean, I know this is really a stupid idea because it's diplomacy, has a lot of things going on. But what about this question of young people and access to knowledge? Thank you. Merci beaucoup pour votre conférence. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il n'y a rien de concret qui s'organise, mais le problème c'est que j'ai l'impression que beaucoup de musées ici en Belgique disent avant de restituer, il faut qu'il y ait une demande. Donc en fait, est-ce que le point de départ c'est d'abord d'organiser des politiques en Afrique où on travaille sur une formulation de demande pour pouvoir espérer la restitution, ou est-ce que le point de départ c'est d'ouvrir les inventaires, de travailler sur les inventaires et donc de devoir attendre plusieurs années pour que les pays en Afrique soient conscients et la connaissance des pièces qu'il y a en Belgique et donc par la suite peuvent restituer. En fait, il y a un double jeu, il y a différents mouvements qui doivent se faire en même temps et je ne suis pas certaine que, je ne sais pas où est-ce que ça doit commencer. Est-ce que ça doit commencer par les restitutions, par une demande de restitution des pays d'origine, ou est-ce que ça doit commencer dans les anciens pays colons? Merci. Alors, je vais répondre, sinon je vais oublier. Soyez-en sûrs que les pays européens, ce n'est pas eux que ça va commencer. Ça ne va jamais commencer chez eux. Ce sont les pays africains qui ont besoin de certains de leurs œuvres. Tout doit commencer par là. C'est-à-dire que il faudrait que, je vous ai donné l'exemple de la CEDEAO ici, et qui vient de mettre en place un plan d'action sur la question de la restitution. Il est vrai qu'il y a des situations qui relèvent au moins à chaque pays, donc toutes les situations ne sont pas identiques, mais il y a déjà, au niveau de certains États africains, le débat a déjà commencé, mais pas partout. Et l'exemple de la CEDEAO est à mon avis très parlant parce que ça nous permet maintenant de voir comment, sur le plan juridique, déjà, ils sont en train de préparer des lois juridiques qui vont aider ces pays. Même quand vous suivez Macky Sall et le président français, en fait le président sénégalais, il a dit
il reçoit ces sabres en prélude de la convention qui va être signée avec la France pour la restitution, et en même temps le Parlement sénégalais va chercher à voter de nouvelles lois sur la restitution. Je crois qu'il y a déjà quelque chose. Une fois que les lois sont votées, sans doute ils vont faire la demande officielle. Mais je pense toujours que, en attendant l'intervention du politique, les scientifiques peuvent travailler. C'est la solution. Les scientifiques peuvent travailler. Il faudrait qu'il y ait une bonne collaboration d'abord entre les scientifiques du Sud et ceux du Nord. C'est la seule voie qui me semble pacifique, qui pourrait nous amener à des solutions beaucoup plus durables. Donc il faut commencer par des travaux scientifiques. Des chercheurs qui travaillent sur des questions bien précises, et sur des masques, sur n'importe quel objet. Et ça, c'est la voie qui peut nous aider à nous en sortir. Parce que les décisions politiques, quand elles arrivent, on ne sait pas quand elles arrivent. Et puis, il faut tenir compte du contexte aussi de la prise de ces décisions. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je le dis toujours, que c'est d'abord la restitution scientifique. C'est-à-dire donner aux chercheurs la possibilité de travailler, d'accéder à certaines collections, aux réserves, ainsi de suite. Mais également, il ne faut pas oublier que les pays du Sud ont la responsabilité de mener également des inventaires sur leurs propres collections. Ça, c'est important, c'est un travail important. Vous devez savoir quel type d'objets vous avez, combien vous les avez, et à partir de vos inventaires, vous pouvez avoir la possibilité de négocier avec les autres. Dis bon voilà, écoutez, nous avons constaté que dans nos réserves, nous n'avons pas tel type d'objet, et que chez vous, vous en avez, je crois, 10 exemplaires. Est-ce que les négociations ne peuvent pas se passer à ce niveau-là? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Lorsque vous avez à Terrebray une cuillère lega, par exemple en Ivoire, où vous avez 30, 40, même 50 exemplaires, et qu'au Congo, vous n'avez rien, vous faites quoi en ce moment-là? Vous devez négocier. Vous dites, bon voilà, écoutez, vous avez 50, mais nous avons 0. Est-ce qu'on ne peut pas discuter sur ça pour que nous ayons ne fût-ce que 20 ou 25, même la moitié, ce n'est pas un problème. Donc vous nous donnez la moitié, vous restez avec une autre moitié. C'est une possibilité. Donc ce que moi j'ai dit, on doit savoir s'ouvrir et on doit être sincère dans ces négociations-là. Il faut qu'il y ait une véritable coopération. Allez, si les musées occidentaux veulent travailler également avec ces musées africains, donc il faudrait également que ces musées s'ouvrent réellement. Réellement. Pas des gens qui vous disent oui, nous avons la volonté, mais nous ne pouvons pas aller plus loin. Non, ça ce n'est pas. Ça, c'est pas s'ouvrir. Donc, et il y a la responsabilité, j'insiste encore, des États africains eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont également comme objet, comme collection, ainsi de suite. Donc il y a cette double responsabilité, mais d'abord cela relève, pour certains cas, des pays du Sud. Si vous ne demandez rien, ils ne vous donneront pas aussi. Au contraire, votre calme, ça les intéresse. Ils souhaiteraient d'ailleurs que vous n'en parliez pas. Alors, par rapport à l'accès de la jeunesse au savoir, je l'ai dit que les objets d'art, et il y a Mokhtar Mbo qui l'a dit d'ailleurs que ces objets constituent également des sources de savoir. Les objets africains constituent des sources de savoir. Donc il faudrait que les musées africains réfléchissent sur de nouvelles perspectives. Il y a également l'art contemporain aujourd'hui qui joue quand même un rôle majeur au sein de la société africaine. Et on le voit, et les grandes créations artistiques et contemporaines qui participent également à la formation de jeunes et aussi. Mais je pense que
la responsabilité revient à chaque musée de pouvoir adapter, par exemple, les différentes expositions par rapport à la demande de la jeunesse. Donc le musée ne peut pas rester à l'écart de tous ces débats sur le savoir des jeunes. Il faudrait que le musée réfléchisse sur des programmes qui soient adaptés à chaque société. Et on peut travailler sur des objets de musée comme des matériaux didactiques pour les élèves, par exemple. Ça, on peut le faire, ça peut jouer un rôle majeur, surtout sur le plan pédagogique, et ça peut jouer. Donc, il y a une responsabilité, également, je reviens sur la question de la responsabilité des gestionnaires de musées, des conservateurs, qui doivent adapter également leur programme par rapport à l'évolution de chaque société. Merci beaucoup. I think all that's left is to thank Professor Mumbendele again for his wonderful intervention here, and thank the audience for the questions. We will take about 15 minutes of coffee break, and we will restart. Thank you.